Urgence santé, le VIH-Sida n'est pas une fatalité certes, mais pour éviter tout impact traumatique à l'annonce de la séropositivité au VIH, il est important d'avoir une approche clinique. C'est dans cette optique que nous recevons ce soir M. Jean Boussi Mounouzi, psychologue de carrière évoluant au sein de l'association Avenir Positif, avec qui nous allons parler du processus de l'annonce de la séropositivité au VIH à un enfant ou à un adolescent. Monsieur Boussi Mounouzi Jean, bonsoir et bienvenue dans cette émission Urgence Santé. Alors vous êtes psychologue et vous évoluez au sein de l'association Avenir Positif. Un mot sur l'association. Bonsoir madame la journaliste, oui je suis psychologue à l'association Avenir Positif. Nous prenons en charge les enfants vulnérables, c'est-à-dire les enfants vivant avec le VIH. Voilà. Donc c'est une idée qui est venue, c'est-à-dire les parents et les enseignants, le corps médical se sont associés pour essayer de trouver des solutions sur les enfants vulnérables. Atteints du VIH-Sida. Alors ce soir, nous parlons du processus de l'annonce de la séropositivité au VIH chez les enfants et adolescents. Alors comment définissez-vous ce concept, l'annonce? Qu'est-ce que c'est? Voilà, l'annonce, de façon générale, quand on parle de l'annonce, on voit déjà l'information. Annoncer, annoncer veut dire informer, sensibiliser, transmettre un message, voilà, un message qui soit positif ou négatif. Donc de façon générale, c'est informer, donner un message qui soit positif ou négatif. Voilà. C'est transmettre l'information quelconque à quelqu'un. Et pour ce qui est de la sérologie, pour la sérologie du VIH, c'est faire donner l'information, révéler la sérologie d'un enfant ou encore d'un parent séropositif. Voilà, alors on va évoluer. L'annonce complète, la tromperie, l'annonce accidentelle, voire l'absence totale d'annonce sont autant de types d'annonces dans notre contexte. Que peut-on retenir de tous ces types? Voilà, dans le cadre de l'annonce, dans le suivi psychologique, on peut parler de 3 étapes normalement. Nous avions l'annonce. On parle souvent de l'annonce partielle, l'annonce proprement dite et le post-annonce. Voilà. Donc, l'annonce proprement dite, c'est l'annonce totale. Chez nous, l'annonce totale, c'est l'annonce proprement dite. Voilà. Ensuite, nous passons à le post-annonce. Donc, après l'annonce. Après l'annonce, voilà. C'est un peu ça. Essayez d'expliquer pour faciliter la compréhension. Quand vous parlez de l'annonce partielle, l'annonce partielle est souvent bon. Comme dans notre cadre, quand nous prenons les enfants en charge, quand on parle de l'annonce partielle, on commence par les petites notions, les notions du microbe. On montre à l'enfant que la prise quotidienne, quand vous prenez le médicament, c'est dans le but de faire dormir les microbes. On ne met pas l'accent sur la maladie. Donc on montre là, l'enfant n'est pas au courant de son état. L'enfant n'est pas au courant de sa maladie. Voilà. Maintenant, nous lui montrons que vous avez un microbe et pour faire dormir ces microbes, il faut que vous preniez le médicament quotidiennement, tous les jours, aux heures précises, prescrites par le médecin. Voilà. Et quand l'enfant a ce message, vous lui montrez aussi les inconvénients. Au cas où l'enfant ne prenait pas bien le médicament, voilà ce qui peut arriver. Voilà. Vous avez des petits microbes, souvent on parle en termes de petit animal. Oui. Donc vous avez des termes appropriés pour ces enfants, pour faire passer le message. C'est un peu ça. Maintenant, l'annonce totale, là on parle déjà du virus. Donc on fait la différence entre les microbes, les maladies bactériennes, les virus. Donc c'est à travers ces différences que l'enfant va chercher maintenant à cerner ou encore à faire la distinction du microbe et du virus. Voilà. Et jusque-là, l'enfant n'est toujours pas informé de son état de santé. Et ça peut prendre aussi du temps. Quand vous montrez à l'enfant ces différentes étapes, c'est-à-dire les notions du microbe, le virus chronique ou encore les maladies chroniques et les maladies non chroniques, vous passez. Et quand vous constatez que l'enfant commence ou encore cherche à savoir, mais avant de le faire, il faut toujours que vous demandiez le consentement des parents. Cette annonce ne se fait pas sans que le parent soit informé ou encore sans obtenir le consentement éclairé des parents. Voilà. Ça se fait, c'est-à-dire ensemble avec les parents. Vous allez vous entretenir, vous concerter, voilà. Essayez de discuter. Mais souvent, il y a des parents qui sont parfois réticents, mais quand les parents sont réticents, il faut laisser. Ce n'est pas obligatoire. On ne force pas. On ne force pas, vous laissez l'enfant. Mais nous, souvent, nous martelons plus sur les parents. On montre aux parents
l'importance de l'annonce, c'est-à-dire on le met sur une balance décisionnelle. On appelle ça la balance décisionnelle. On montre le bien fondé de l'annonce et les inconvénients des enfants non informés. Ce qui arrive souvent. On a eu des cas, beaucoup de cas comme ça. Les parents sont hyper protecteurs, ils ne veulent pas qu'on puisse donner l'annonce à l'enfant, qu'on fasse l'annonce à l'enfant. Et demain après demain, c'est l'enfant qui découvre sur Internet, comment on appelle sur Internet par exemple. Et parfois, c'est des répercussions difficiles. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ça, c'est dans le cas de l'annonce. L'annonce totale. L'annonce totale, voilà. Quand l'enfant cherche à savoir. C'est pas important de le faire aussi. C'est mieux de tâter. En fait, chercher à l'enfant qu'il découvre, qu'il vous donne le nom du microbe ou encore de la maladie, du virus lui-même. Maintenant, quand vous constatez que l'enfant ne veut pas... On a des enfants comme ça. L'enfant est trop touché, tellement touché par le microbe. Parfois, quand il va à l'hôpital, il y a des mots parfois qui circulent comme ça. On parle du VIH. Maintenant, l'enfant soupçonne parfois quelque chose de dangereux dans son corps. Donc, l'enfant parfois devient un peu timide, replié. Voilà. L'enfant ne veut plus s'exprimer. Parfois, même quand vous discutez du VIH ou encore des maladies, l'enfant a déjà... une petite information, mais qu'il est tenté d'attendre que ces mots puissent sortir chez le soignant. Voilà. Maintenant, quand vous insistez, vous verrez que l'enfant va parfois, de façon hasard, vous donner, ou encore l'enfant va calmer, c'est-à-dire garder sa position jusqu'à ce que vous allez peut-être lui donner l'information de façon officielle. Voilà, officielle. C'est un peu ça. Et la dernière étape la dernière étape, c'est le processus post-annonce. Dans le processus post-annonce, là, on sous-entend que l'enfant est déjà totalement informé. L'enfant sait déjà que le microbe que je porte s'appelle le VIH. Et vous accompagnez maintenant l'enfant dans la gestion des émotions. C'est-à-dire, nous gérons des émotions, nous essayons de voir comment l'enfant a reçu l'annonce du statut sérologique. Voilà, c'est un peu ça. Et on essaie de gérer. Si on constate qu'il y a un peu de répercussions ou encore l'enfant est beaucoup choqué, on continue à gérer les émotions, que ce soit à la structure ou encore à la maison. Nous avons des assistantes sociales et encore nous-mêmes, nous effectuons aussi des visites à domicile. Oui, vous parlez de vous, en ce qui concerne l'annonce, mais de façon concrète, qui doit informer l'enfant? Oh, voilà, de façon concrète, l'annonce, normalement, c'est un acte médical. De façon générale, c'est un acte médical. C'est le médecin, normalement, qui devrait faire l'annonce. Normalement, c'est le médecin qui devrait faire l'annonce. Mais ce qu'on a constaté, cette tâche est léguée plus au psychologue. C'est ce qu'on a souvent constaté. Mais sinon, l'annonce, c'est le médecin. Puisque au début, quand on découvre le microbe chez l'enfant, c'est le médecin qui fait tout. Il prescrit le produit, le médecin prélève le sang pour essayer de voir comme on appelle, la quantification de la charge virale. Tout, c'est le médecin qui fait. Et quand il s'agit de l'annonce, il fait l'annonce. Le psychologue, son rôle là, c'est d'accompagner l'enfant dans la gestion des émotions. Est-ce que le parent lui-même peut jouer ce rôle? C'est aussi possible, mais il faut préparer le parent. Parce que bon, il y a des parents, bon, peut-être, bon, il n'y a pas assez de cas comme ça, bon, il y a des parents qui sont préparés pour ça, mais c'est mieux que le psychologue le fasse, qu'il prépare le parent en premier et l'enfant, pour faire de telle sorte que le parent soit... Parce que la majorité des parents, c'est ce qu'on a souvent constaté, hein, ils se sentent parfois culpabilisés du fait d'avoir transmis le virus à l'enfant. Voilà. Ils se sentent un peu culpabilisés pour d'autres. Ils pensent que l'enfant est trop petit pour faire l'annonce. Ils pensent qu'il n'est pas encore temps. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Ils sont un peu réticents, quoi. C'est ce qu'on a souvent constaté. Donc, si possible, on a eu déjà des parents comme ça qu'on a préparés et au finish, le parent est arrivé à faire l'annonce lui-même. Voilà. Mais ce sont des cas vraiment à compter, hein, c'est un peu rare. Alors parlons d'abord des enfants avant d'évoluer. Quel est le comportement qu'affichent ces enfants-là, souvent atteints du VIH, face à un inconnu, on va le dire ainsi, parce que c'est vrai que vous êtes psychologue, mais vous n'êtes pas son parent, il n'est pas habitué à vous voir, et voilà que dans 2 matins, il doit s'habituer avec vous. Alors, quel est le tableau que présentent ces enfants-là? Souvent, nous sommes confrontés à ce problème. Souvent, à Avenir Positif, nous sommes 2 psychologues.
je parle de mon ancien. Souvent, quand l'enfant arrive, il dit Monsieur Jean, est-ce que vous avez la maîtrise de... Oui, je l'avais déjà pris l'entretien. Ah oui, la relation de confiance. Donc, quand on parle de la relation de confiance, voilà. C'est que l'enfant a déjà discuté avec le monsieur. Ah, moi, Papa Jean. Donc, dès que vous discutez avec l'enfant, nous avons nos techniques, comment recevoir les enfants. Voilà. Quand l'enfant arrive, quelle que soit sa manière d'être, son comportement, on lui prend, on essaie de lui laisser la possibilité de s'amuser avec les jouets, même si l'enfant ne parle pas. On lui donne des petits papiers, là où il va gribouiller, écrire. Et à travers ces écrits, nous allons essayer d'analyser ce qu'il voulait en fait dire, le message qu'il voulait véhiculer. Voilà. On lui demande soit de dessiner le parent, la maison. L'enfant vous décrit tout ce qui se passe chez eux. Et à travers l'interprétation de ces informations, on va vite déduire que l'enfant là à la maison soit est tenté de subir des stigmatisations. L'enfant est un peu mal géré à la maison. Donc à travers ça, et nous prenons soit la mère ou encore le tuteur qui vient avec lui en entretien. On essaie de discuter avec les tuteurs. Quand vous êtes en face d'un enfant qui ne veut pas s'ouvrir, voilà, qui ne veut pas s'exprimer, est-ce que vous avez aussi des méthodes à l'emmener à s'exprimer facilement? Voilà, souvent quand on a des enfants comme ça, après l'entretien, on prend d'abord comme on appelle les parents d'entretien, après c'est l'enfant. Quand on constate que l'enfant ne veut pas s'exprimer, on l'oriente vers des activités. Nous avions des activités que nous organisons ici aussi au sein de notre structure, telles que les groupes de parole, les ateliers d'expression. Voilà. On l'oriente, si c'est un jeune, on l'oriente vers les groupes de parole jeunes, adolescents, groupes de parole ados, les enfants. Nous avions des groupes de parole enfants. En fait, ces activités, c'est dans le but de vouloir extérioriser les angoisses, les affects cachés. Voilà. Permettre à l'enfant de s'exprimer, de développer. Voilà. De s'ouvrir, de partager les expériences avec les autres, les pairs. Et c'est un peu ça dans nos activités. Donc, chaque enfant, chez nous, c'est un cas. Chaque enfant est un cas. C'est un cas, voilà. Donc, géré différemment. Différemment, voilà. C'est un peu ça, c'est ce qui se passe chez nous. Donc, pour les tout petits enfants là, déjà, à partir de 3 ans jusqu'à partir de 14 ans, voilà, jusqu'à 14 ans. S'il s'agit de l'orienter dans la télé d'expression, puisque la télé d'expression, c'est jusqu'à 14 ans. À partir de 15 ans, c'est dans le groupe de parole. Voilà. On l'oriente soit dans... La télé d'expression, c'est là où vous donnez des petits papiers, voilà, ça dépend des âges, voilà. Pour le tout petit, on peut leur donner des trucs à construire, comme les récitals, des petites maisons comme ça. Voilà pourquoi vous avez vu ça. Ici, ça a raison d'être ici, voilà. Les récitals. Il arrive que vous leur donnez aussi des récitals. Des contes, voilà, des contes en commun. Donc les enfants, en fait, avec ces activités, l'enfant s'ouvre facilement. Ils se sont à l'aise. Ils se sentent très, très, très à l'aise même. Parfois, il y a des enfants qui se disent, parfois, quand vous le prenez en entretien, le parent vous appelle encore le soir. Ah, monsieur Jean, vraiment, c'est que vous avez fait, vous nous avez aidés. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, l'enfant vraiment ne voulait pas parler, mais depuis qu'il a causé avec vous à la maison, l'enfant devient parce qu'il arrive qu'à la maison, ces enfants-là sont toujours enfermés, voilà, parce qu'il a constaté, soit il a constaté que la maman était décédée, ou encore il n'a pas de... C'est-à-dire, c'est un orphelin total de 2 parents. Donc, l'enfant est très replié. Et quand on les prend, par exemple, en entretien, on essaie de discuter avec eux, on leur montre l'importance de vivre ensemble. Voilà, le vivre ensemble. On leur oriente, on leur montre comment vivre avec les autres. Voilà, c'est un peu ça. Pour ne pas monopoliser la parole, voilà. Et venons-en à l'information proprement dite. C'est-à-dire que l'étape où vous dites maintenant à l'enfant que voilà votre situation, vous avez le VIH. À ce moment-là, ça crée de la stigmatisation, ça crée de la frustration. C'est un véritable choc. Comment réagissent ou comment réagit l'enfant? Voilà, dans ces cas, je peux dire que ça dépend. Ça dépend de la préparation. Si le processus d'annonce est bien préparé, c'est-à-dire vous avez pris l'enfant depuis le bas âge, voilà pourquoi on recommande aux parents d'enfants d'intégrer, c'est-à-dire d'accepter le diagnostic. Premièrement, c'est parfois les parents, d'autres parfois pensent que qu'est-ce qui prouve que c'est ça. Voilà, ils ont parfois tendance de nier. Il y a des parents qui rejettent le diagnostic, la maladie. Rejettent la maladie après diagnostic. C'est un peu ça. Donc, quand on constate que le parent
manifestent soit un déni de la maladie, nous travaillons plus sur les parents. Quand on travaille sur les parents, au finish, on constate que le parent est déjà préparé, suffisamment préparé, il accepte la maladie. On prend l'enfant. Voilà, on commence le processus d'annonce jusqu'à ce que le processus d'annonce peut commencer déjà depuis dès que l'enfant commence à poser des questions. Maman, pourquoi je dois prendre le médicament quotidien? Parfois, la maman est incapable de répondre à la question. Et elle vient vite à l'association. Ah, l'enfant commence à me poser des questions, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Parfois, la maman dit que non, c'est le docteur qui avait dit que prends le médicament. Oui, ce sont des questions parfois qui ah oui, parce que parfois ils sont nombreux dans la maison, mais l'enfant constate qu'il n'y a que lui qui doit prendre les médicaments tout le temps. C'est un peu ça. Révolte, voilà. Ça révolte. Donc l'enfant s'interroge, pourquoi je suis seul seulement? Bon, à la maison, il y a un tel qui est là. Vous ne le forcez pas à prendre le médicament, mais c'est le moment. Non, je ne veux plus prendre le médicament. À ce stade, la maman commence à avoir peur et on revient parfois, même si la maman était réticente, c'est à ce stade que les parents viennent maintenant auprès de psychologues. Ah, l'enfant là, vraiment, j'ai peur. Il commence à refuser le médicament. Je ne sais pas, vous devrez travailler sur mon enfant. Donc, c'est à partir de là qu'on commence maintenant à l'intégrer dans le processus d'annonce jusqu'à ce que l'enfant... Et ces enfants, si le processus d'annonce a commencé depuis le bas âge, avant 12-13 ans, l'enfant est déjà informé. Et quand l'enfant sera informé, vous verrez qu'il va respecter le traitement plus que l'enfant ou encore l'adolescent qui a reçu l'annonce pendant l'adolescence. L'enfant qui a... Parfois, depuis l'enfance, il a commencé à prendre le médicament, mais c'est pendant la période d'adolescence qu'il vient de recevoir l'annonce. C'est pas recommandé normalement. Et quels sont les effets secondaires, quels sont les comportements que peut manifester l'enfant suite à la... Voilà. Pour les enfants, par exemple, si je prends de façon générale, si l'annonce est bien préparée, on a des répercussions. Parfois, l'enfant se sent un peu replié. Pour d'autres, si l'annonce est bien préparée, je ne pense pas que l'enfant se replie. Souvent, des enfants qui se replient, qui manifestent un comportement de désinvolte, ce sont des enfants dont le processus d'annonce n'était pas bien préparé. Ou encore, les parents qui sont vraiment réticents aux activités de l'association. Ils ont peur que quand on va à l'association, il se peut que quelqu'un parle du VIH et l'enfant va avoir l'information de façon... Il y a des enfants aussi qui reçoivent des annonces brutales comme ça, voilà. L'annonce qu'il a reçue juste dans la rue ou encore au niveau de l'hôpital. Et l'enfant commence à soupçonner. Donc, je suis venu ici, c'est parce que j'ai le VIH. Donc, c'est un peu ça. Et ça aussi, c'est notre travail. Nous essayons de recadrer ces informations reçues. Je voudrais bien revenir sur la question. Vous avez des enfants qui, à l'âge de l'adolescence, découvrent qu'ils sont porteurs du virus VIH-Sida et qui finissent par sombrer dans le vagabondage sexuel, dans l'alcoolisme, dans des comportements à risque. Vous voyez, donc à ce moment-là, comment aider cet enfant-là? C'est vrai que le psychologue est là, le parent est là, mais l'enfant ne veut rien savoir, l'enfant ne veut rien comprendre. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, pour ce genre d'enfants, souvent nous avions des activités. Après les entretiens, quand on entretient, souvent il faut multiplier les entretiens pour l'aider déjà à accepter la maladie. Et quand vous multipliez les entretiens, vous l'orientez soit dans des activités de suivi, par exemple le groupe de parole, pour essayer d'échanger, de partager des expériences. Nous avions aussi des groupes WhatsApp. Si on constate que l'enfant est déjà mature, informé, oui, on peut l'associer avec les autres, soit dans des groupes WhatsApp ou encore lors des activités de groupe. Ils essaient de changer avec les autres. Les partages d'expériences, c'est vraiment important. Ce que je veux comprendre, M. Jean, est-ce que vous arriviez à faire comprendre aux enfants que le VIH n'est pas une fatalité en soi? Parce que vous avez des enfants qui finissent par se suicider. Ils se disent que pour lui, la vie, c'est fini. Est-ce que vous arrivez quand même à les persuader en ce sens-là? En fait, quand je parle des groupes de pairs, c'est dans ce sens. Quand on constate, on a eu en entretien soit un enfant ou un adolescent, quand vous constatez que l'enfant là soit manifeste un déni, il faut l'insérer soit dans le groupe des enfants qui
ou encore de la thématique qui va parler soit de ou encore du déni de la maladie, voilà, pour essayer de persuader ou encore de montrer l'importance de la bonne prise du traitement chez cet enfant et que avoir le VIH n'est pas une fatalité en soi, voilà. Parce que c'est là la grande question. Voilà, avoir le VIH n'est pas une fatalité en soi. Ces derniers temps, nous avions des nouvelles molécules qui viennent de sortir là, qu'on appelle, bon, ça c'est plus les côtés médicaux, hein, voilà. Donc ça nous aide aussi à beaucoup commenter, à montrer l'importance du traitement, qu'avant le traitement était un peu difficile. Nous avons vu que le parent mourait à petit feu, c'est parce que le traitement était un peu, pas peut-être trop efficace, mais il y avait un peu de tâtonnage, quoi. Maintenant, en ce moment, nous sommes le personnel de santé, nous avions la maîtrise. On montre à ces enfants ou encore aux jeunes que avoir le VIH n'est pas une fatalité en soi. Donc, le fait que tu respectes le traitement, quelqu'un qui a le VIH, il y a même des affiches, hein, quelque part, même au RENA PC, partout là où tu passes, même sur l'Internet que tu vas. Il est écrit que celui qui est sous traitement, qui respecte le traitement ARV ne contamine pas. Ne contamine pas. C'est parce que nous avions confiance du traitement. Voilà pourquoi on commence à avoir ce genre de propos. Donc avant, c'était difficile. Tu es sous traitement ARV, mais on dit que tu vas bientôt mourir. Il y avait des stéréotypes, des préjugés comme ça, voilà. Mais des discriminations. Mais en ce net moment, c'est lui qui est sous traitement. C'est-à-dire, le fait que nous organisons des activités, voilà, on montre aux parents ou encore aux enfants que vivre avec le VIH n'est pas une fatalité en soi. C'est une maladie comme tout. Finalement, est-ce que le processus de l'annonce peut être différé si l'enfant présente un retard de développement? Voilà, souvent, quand on prend les enfants en entretien, pour la première fois quand vous venez, quand on entretient l'enfant, le psychologue entretient l'enfant, c'est pour quantifier tout ça. En fait, on essaie d'évaluer le niveau cognitif de l'enfant. Quand on évalue, on saura de placer l'enfant dans quelle catégorie, quels critères qu'il faut lui laisser. Parce qu'il y a des critères. Nous avions des critères du processus d'annonce. Ça va de 1 jusqu'à 9. Maintenant, dans les critères, à partir de 6, c'est là où l'annonce totale est faite. Le microbe que vous avez s'appelle le VIH. Maintenant, au critère 1, on montre à l'enfant, comme depuis le début, on avait abordé ces critères. Voilà. Une notion sur les microbes. Voilà. Vous avez un microbe, et le microbe là, quand vous respectez le traitement, le microbe dort, et vous allez grandir. Donc, tout ça, ce sont des informations qui sont dans les processus d'annonce, dans les critères. Médicaments tous les jours. Et quand vous respectez le traitement, le microbe va dormir, et vous pouvez aller à l'école, vous pouvez avoir des enfants. Vous pouvez vous marier sans problème. Voilà. Et les enfants ne seront pas infectés quand le traitement est bien suivi, bien sûr. Mais si le traitement n'est pas bien suivi, vous verrez que demain après demain, vous risquerez d'avoir des enfants aussi contaminés. Tout ça, c'est bien, M. Jean, mais tous les enfants n'ont pas la même capacité d'adaptation. À ce moment-là, s'il y a un enfant qui patine, qui lambine, comment faire pour l'emmener, pour le suivre jusqu'à l'annonce totale? Voilà. Nous avions aussi dans notre file active quelques enfants qui sont, bon, on les appelle des oligophrènes. Des oligophrènes, voilà. Un enfant son quotient intellectuel est limité quelque part. Quand vous discutez avec lui, parfois, il vous donne de bonnes réponses. Parfois, il est un peu, c'est-à-dire, il est un peu hors sujet, voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais on sait déjà que pour ce genre d'enfant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui placer soit chez lui. Là, son apprentissage doit être de façon conditionnée. Chez nous, voilà. L'apprentissage conditionné avec Pavlov, qui a développé ces genres d'apprentissage. Donc, vous lui montrez, par exemple, quelque chose juste de façon pratique, quoi. Voilà. Vous montrez quelque chose de façon pratique et il va s'adapter. Comme l'intelligence aussi, c'est cette capacité de s'adapter aux situations nouvelles. Donc, le fait que vous lui montrez aussi de façon conditionnée. Il peut aussi arriver, on a déjà eu, je pense, 2 cas comme ça. On a fait l'annonce juste de façon conditionnée. Vous êtes là en train de lui montrer, nous avions des boîtes à images, voilà. L'annonce de façon
Conditionner, c'est un peu ça, ce que je suis en train de parler. Donc, vous montrez à l'enfant la boîte à images, vous lui montrez petit à petit jusqu'à ce que l'enfant va assimiler ses connaissances juste par des images. Par des images. Voilà. Jusqu'à ce qu'il va assimiler et vous lui montrez que les microbes... Donc, tout, c'est dans les images. C'est les oligophrènes. Donc, c'est comme ça qu'on procède avec ce processus d'annonce. Est-ce que dans ce processus d'annonce, vous arrivez ou vous interdisez à l'enfant de partager sa séropositivité? Parce que vous voyez bien, c'est un enfant, il peut arriver qu'à l'école, qu'il lâche cela parce qu'il n'en connaît peut-être pas l'importance. Est-ce que vous les apprenez à cacher ce secret médical? Voilà, la confidentialité dans le volet psychologique est primordial. La confidentialité. Souvent, quand on discute avec l'enfant, premièrement, on lui dit que tout ce qu'on a eu à discuter ici, ça va rester ici. Ah, vous le dites à l'enfant? Oui. Même quand on est à la cité, quand tu nous vois, tu peux m'appeler. Oui, tonton Jean, bonjour. Oui, mais ne me parle pas soit de médicaments et autres. Si tu veux me parler de la maladie, viens à la structure. Donc, la confidentialité oblige chez nous. Déjà, même dans nos textes, la confidentialité chez nous, que ce soit dans les activités. Parce que souvent, il y a des gens qui viennent, ou encore les parents qui viennent se rencontrer quand tu viens d'accompagner soit tes enfants. Et quand tu vas partir, il va dire, ah, j'ai vu un tel. Non, chez nous, que ce soit les parents, les bénéficiaires, nous insistons, nous martelons plus sur la confidentialité. Le secret doit rester là où vous... Parce que déjà, nous avions des textes sur le VIH, les lois qui sont rédigées pour le VIH. Celui qui divulgue la sérologie de l'autre sans son consentement. Et puis, oui, c'est condamnable. C'est un peu ça. Et alors, le travail, vous faites un travail remarquable. Est-ce que les parents ont un rôle à jouer, peut-être un rôle accompagnateur dans le travail que vous faites? Voilà, souvent, après la discussion ou encore l'entretien avec l'enfant ou encore les parents, les entretiens. Premièrement, nous avons les entretiens individuels qu'on discute avec le bénéficiaire. 2, l'entretien en triangulation, on discute avec les parents. Et troisièmement, nous avions l'entretien quadrilinéaire, c'est-à-dire nous associons les 3 parents, ou encore, comme on appelle, les 2 parents, et le psychologue plus le bénéficiaire. C'est ce qu'on appelle l'entretien quadrilinéaire, pour essayer de résumer tout ce qu'on a eu à discuter avec l'enfant, avec les parents, pour faire un peu le croisement des informations, quoi. C'est un peu ça. Et ça nous permet aussi de sensibiliser les parents sur les défaillances de l'enfant. Qu'est-ce que le parent devrait faire pour l'enfant, par exemple, qu'on a décelé, qu'on a découvert, ou encore qu'on a remarqué quelque chose. Donc, on donne des recommandations auprès des parents pour essayer soit d'accélérer ou encore d'avancer le processus. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Monsieur Jean, rapidement, qu'est-ce que les parents devraient faire ou ne devraient pas faire pour accompagner ces enfants dans cette situation, on va dire, entre guillemets, dramatique? Voilà, ce que les parents devraient faire pour ceux qui ont des enfants non informés, c'est vraiment capital que les enfants, qu'un enfant né avec le VIH soit informé. Premièrement, un enfant qui n'est pas informé, il a souvent tendance de jeter le médicament. Je ne prends pas, je suis en bonne santé. Qu'est-ce qui prouve que je suis malade? L'enfant a tendance, quelle que soit la confiance que vous faites à l'enfant, demain après demain, vous allez remarquer, soit l'enfant va faire une rechute quelque part. Après, vous allez voir des enfants qui cachent les médicaments, sous le lit, et voilà, la situation devient fatale. Et puis bon, c'est ce qu'on a souvent remarqué. Pour les parents qui sont hyper protecteurs, ils devraient normalement éviter ça. C'est pas vraiment important que l'enfant soit condamné à prendre le médicament sans qu'il sache pourquoi je dois prendre le médicament. C'est important. Mais quand on fait cette annonce, on ne le fait pas de façon brutale. On prépare toujours. Je pense que ça passe à la télé. Hein. On montre déjà comment vivre avec une personne qui a le VIH. Voilà. Vous pouvez tout faire sauf rien, en dehors de l'âme Julette, souvent qui sont recommandés. L'enfant devrait avoir des objets personnels. Des objets personnels.
pas totalement. L'assiette, déjà, vous pouvez manger ensemble. Tu ne peux pas avoir le VIH avec... si tu mangeais avec quelqu'un qui a le VIH, tu peux... Monsieur. Le problème, c'est peut-être dans le cadre... La prise en charge est gratuite. Oui. Monsieur Jean, merci. C'est peut-être dans l'adhésion, là. Merci. Merci, je vous comprends. L'heure est déjà impartie. Merci à vous. C'est la fin de notre entretien qui a porté sur l'annonce de la séropositivité au VIH-Sida aux enfants et aux adolescents. En tout cas, merci de l'avoir suivi. Urgence Santé vous fait gagner en santé.